Bonjour, à l'occasion des 30 ans de la chute de l'URSS, je pense qu'il est intéressant de voir ce que sont devenus chacun des 14 pays devenus indépendants de l'Union soviétique, sans compter la Russie qui lui a succédé. L'URSS était une confédération composée de 15 républiques soviétiques. Parmi ces républiques, il y a la Russie, qui était la principale. Elle détient les 2/3 du territoire et la moitié de la population. On peut même oser dire que l'URSS est un empire colonial et que les 14 petites entités sont colonisées. Bref, c'est parti pour un tour de l'URSS, et on va voir chacune des entités et ce qu'elles sont devenues. Quels sont les problèmes géopolitiques qui font suite à leur indépendance. Officiellement, c'est le 25 décembre 1991 que l'URSS a cessé d'exister. C'est symbolique, Gorbatchev, président de l'URSS, laisse ses fonctions à Boris Eltsine. Dans les faits, c'est juste un changement de gouvernement et un changement de drapeau et de nom. La dislocation de l'URSS, c'est surtout l'indépendance des 14 autres républiques soviétiques. Chapitre 1. Les pays baltes. Les pays baltes ont formé 3 républiques soviétiques depuis 1940. Ils ont été annexés par l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça ne leur a pas plu. En 1989, une fois la guerre froide sur la fin, est organisée ce qu'on appelle la Voie balte. Des habitants des 3 républiques se tiennent main par la main pour créer une grande chaîne humaine de 2 millions de personnes. C'est l'événement le plus symbolique de ce qu'on appelle la Révolution chantante, qui mène à l'indépendance des pays baltes en septembre 1991, reconnue par l'URSS après une proclamation en 1990. Les 3 pays baltes sont très peu peuplés, mais ils avaient le niveau de vie le plus élevé de l'URSS. Ils font partie des ex-républiques soviétiques qui se sont le plus éloignées diplomatiquement de la Russie. En 2004, les 3 pays intègrent l'OTAN, l'organisation militaire des États-Unis, et la même année, ils intègrent l'Union européenne. Ce sont les seuls pays de l'ex-URSS à avoir intégré l'Union. Entre 2011 et 2015, ils intègrent même la zone euro. Ils font cependant partie des pays les plus pauvres de l'Union européenne, sans être non plus les plus pauvres de tous. L'Estonie est un pays de langue fénique, l'estonien est une langue cousine du finnois, les 2 pays ont renforcé leurs liens. Alors que dans les 2 autres, on parle des langues baltes. C'est des langues cousines des langues slaves, même si elles ressemblent peu. Au niveau religieux, c'est tout autant inédit. L'Estonie et la Lettonie sont la seule région protestante de l'URSS, alors que la Lituanie est la seule région catholique. Dans ces 3 pays, il y avait beaucoup de colons russes. Beaucoup n'ont pas pu obtenir la citoyenneté du pays de résidence, car ils ne parlaient pas la langue. Ils sont considérés comme non-citoyens. Par exemple, en Lettonie, on estime à 200 000 les populations russes qui n'ont pas encore obtenu la citoyenneté lettonne. Ils n'ont donc aucune citoyenneté, même pas le russe, car ils ne vivaient pas en Russie au moment de l'indépendance. Depuis le conflit en Ukraine en 2014, dont je parlerai plus tard, les pays baltes sont en crise politique frontalière avec la Russie. L'OTAN renforçant les effectifs militaires, la Russie en faisant de même, les pays baltes n'ont cependant pas connu de guerre depuis l'indépendance. Chapitre 2. La Biélorussie. La Biélorussie est le pays de l'ex-URSS qui vit le plus dans la nostalgie soviétique. Le 8 décembre 1991, avec la Russie, la Biélorussie a créé la CEI, la Communauté des États indépendants, pour permettre aux pays de l'ex-URSS de l'intégrer. Les pays baltes ne l'ont jamais intégré, mais les autres oui. Le siège de cette organisation est à Minsk, capitale de la Biélorussie. En 1997, Biélorussie et Russie ont entamé une union douanière, économique et militaire. Bien qu'elle ne soit pas mise en place concrètement, d'autres unions ont vu le jour avec d'autres anciens pays soviétiques. En 2009, la Biélorussie a été liée au partenariat oriental, un partenariat avec l'Union européenne et les ex-républiques en Europe. Mais depuis 2021, elle a quitté le partenariat pour rester proche de la Russie, avec qui elle connaît tout de même une petite crise en 2020 pour des questions de dette. La Biélorussie a 2 langues officielles, le biélorusse et le russe. Le russe est désormais la langue la plus utilisée, surtout en ville. Récemment, la Biélorussie a connu 2 crises avec l'Union européenne, en 2021. Une première en faisant atterrir de force un avion qui allait de la Lituanie à la Grèce, et ce pour arrêter un journaliste dissident. C'est le KGB qui a mené cette opération, le KGB étant le nom des services secrets biélorusses. Ils sont les seuls à avoir gardé le même nom que l'époque soviétique. La deuxième crise est celle des migrants où la Biélorussie a accueilli des migrants pour les refouler vers les frontières de l'Union européenne. La Russie fut dénoncée par certains pays de l'Union européenne comme étant à l'origine de la crise. Chapitre 3. Ukraine. En devenant indépendante en 1991, l'Ukraine a conservé la Crimée. La Crimée est historiquement peuplée par des Russes, et non des Ukrainiens, mais elle avait été intégrée à l'Ukraine dans les années 50. A l'époque, c'était dans l'URSS, donc le problème ne se posait pas. La question de la Crimée est restée en suspens, le port de la ville de Sébastopol est sous bail russe depuis 1991, et le bail est renouvelé en 2010. Cependant, il y a eu d'autres soucis. Le second est l'arsenal nucléaire. L'URSS avait placé d'énormes stocks en Ukraine, la Russie a dû négocier pour récupérer tout l'arsenal. En 2004, Yanukovych gagne les élections. C'est un pro-russe. Mais la population conteste le vote qui est peut-être truqué et soutenu par la Russie. Des manifestations ont lieu,
on parle de la Révolution orange et d'autres organisations voient le jour, laissant place à un gouvernement qui se tourne vers l'Europe. Yanukovych devient président en 2010, ce qui permet un nouveau rapprochement avec la Russie. Mais en 2013, des révoltes ont lieu en Ukraine et mènent à un nouveau gouvernement anti-russe en 2014, ce qui inquiète la Russie et notamment la minorité russe d'Ukraine. C'est dans ce cadre que la Russie a annexé la Crimée en 2014 et que deux régions sont devenues séparatistes dans l'est du pays, tout en étant soutenues logistiquement par la Russie. La guerre du Donbass continue depuis 2014 et a fait plusieurs milliers de morts et 1 million de déplacés. L'unique langue officielle de l'Ukraine est l'ukrainien, qui est une langue très proche du russe. L'Ukraine fait partie de l'Organisation pour la démocratie et le développement avec d'autres pays de l'ex-URSS, qui veulent s'émanciper de la Russie. L'Ukraine a quitté la CEI en 2018. Chapitre 4, la Moldavie et la Transnistrie. La Moldavie, c'est le morceau de Roumanie qui avait été annexé par la Russie. On y parle donc le roumain. Cependant, on trouve de grandes communautés russes, des colons venus s'installer pendant l'URSS. En 91, la région où vivait le plus de Russes a même fait sécession pour devenir la Transnistrie. Aujourd'hui, la Transnistrie n'est reconnue ni par la Moldavie, ni par la Russie. C'est un morceau d'Union soviétique, encore d'actualité, où le russe reste la principale langue. Officiellement, le gouvernement désire son rattachement à la Russie, ce qui est compliqué car le territoire ne touche pas la Russie. Le territoire a subi une guerre en 1992, la guerre du Dniestre. Cette guerre a fait plus de 3000 morts. La Moldavie fait partie de l'Organisation pour la démocratie et le développement et de la CEI. Chapitre 5, la Géorgie. On compte 3 États dans le Caucase, ils sont tous très différents. En Géorgie, on parle géorgien, une langue sans famille. En Géorgie, il y avait 2 régions autonomes, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Elles ne sont pas peuplées de Géorgiens. Quand la Géorgie devient un État indépendant en 91, les habitants de ces 2 régions autonomes n'ont pas voulu intégrer le nouvel État. Elles se sont donc proclamées indépendantes. En 92, un conflit a eu lieu sur le territoire avec le peuple ingouche. À cela s'ajoute la guerre civile qui a touché la Géorgie entre 91 et 93, où la Russie était impliquée en vendant des armes des 2 côtés. L'Ossétie du Sud Alanie est peuplée par le peuple ossète, qui est un peuple iranien. En 2006, un référendum est organisé et le peuple vote à 99% pour l'indépendance de la Géorgie. Le référendum est reconnu par la Russie. La Géorgie intervient militairement pour récupérer le contrôle du territoire en 2008. La Russie répond et gagne la guerre contre la Géorgie. C'est la guerre d'Ossétie du Sud. La Géorgie a décidé de quitter la CEI en 2009. L'Abkhazie est peuplée d'Abkhazes, un peuple caucasien. Proclamé indépendant aussi, il y a eu un court conflit en 1998. Depuis l'intervention russe en Géorgie en 2008, en Ossétie du Sud, l'Abkhazie a pu, elle aussi, s'émanciper de la Géorgie. La Géorgie fait partie de l'Organisation pour la démocratie et le développement, l'Alliance anti-russe. Elle désire aussi intégrer l'OTAN, mais l'OTAN a peur que ça nuise ses relations avec la Russie. Chapitre 6. L'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les 2 autres États dans le Caucase sont très différents. En Arménie, on parle arménien, c'est une langue indo-européenne. En Azerbaïdjan, on parle l'azéri, une langue turcique, ou turque si vous préférez. L'azéri et le turc de Turquie sont très similaires. L'Arménie est membre de l'Organisation du traité de sécurité collective, l'organisation militaire pro-russe. C'est évidemment le pays du Caucase le plus pro-russe, bien qu'il ne soit pas voisin. L'Azerbaïdjan, quant à lui, est plus ambigu. Les relations avec la Russie ont des hauts et des bas. L'Azerbaïdjan fait partie de l'Organisation pour la démocratie et le développement. Au moment de l'indépendance, il y a eu 2 territoires qui ont posé problème. Tout d'abord, il y a le Nakhitchevan, peuplé par des populations turques et qui appartient à l'Azerbaïdjan. L'Arménie ne peut pas espérer récupérer ce territoire, car la Turquie le protège. La Turquie est une grande alliée de l'Azerbaïdjan, vu que c'est le même peuple. Le deuxième territoire est le Haut-Karabakh, peuplé par des Arméniens, mais situé en Azerbaïdjan. En 91, il est proclamé indépendant. La guerre du Haut-Karabakh a commencé en 88, avant même la création des pays, et s'est terminée en 94. La Russie a soutenu l'Arménie. Depuis 2008, le conflit a repris avec des escarmouches. Une petite guerre a eu lieu en 2016, puis une seconde en 2020. La seconde a fait plusieurs milliers de morts. Chapitre 7, le Nord-Caucase. Quand tous ces pays cités précédemment ont commencé à devenir indépendants, d'autres territoires ont voulu en faire de même. Le principal territoire concerné est la Tchétchénie. C'était à l'époque une république autonome soviétique au sein de la République soviétique de Russie. Il y avait beaucoup de républiques soviétiques autonomes en URSS. Aujourd'hui, elles existent encore sous forme de régions autonomes dans les nouveaux pays. La plupart sont en Russie, qui contient une grande variété de peuples, trop petits pour avoir leur propre république. En 1991, la Tchétchénie déclare son indépendance. La Russie refuse. Pendant 3 ans, la Russie fait pression jusqu'à ce qu'elle décide d'intervenir directement en 1994. C'est une véritable guerre qui a lieu. En 1996, la Russie renonce à continuer la guerre, et la Tchétchénie continue à rester autonome. La guerre fait 100 000 morts environ. En 1999, la Tchétchénie envahit le Daghestan, région en Russie. La Russie doit intervenir,
et arrive à faire tomber le gouvernement tchétchène, mais la guerre a continué jusqu'en 2009. La guérilla continue et la Russie a subi d'autres attentats sur son territoire. Chapitre 8, le Kazakhstan. Le Kazakhstan est une des républiques les plus russes. Des années 30 jusqu'aux années 80, les Russes sont restés le principal groupe ethnique de la République avec environ 40% de la population. Les Kazakhs étaient légèrement moins nombreux. Après l'indépendance du Kazakhstan, énormément de Russes sont partis en Russie, faisant des Kazakhs la première communauté. Aujourd'hui, on peut dire que les Kazakhs représentent les 2/3 de la population et les Russes un 5e. Mais le russe reste la principale langue, même si ce n'est pas la principale langue maternelle, la plupart des Kazakhs savent aussi parler le russe, alors que l'inverse n'est pas le cas. Officiellement, seul le kazakh est la langue officielle du Kazakhstan, mais dans les faits, le russe est utilisé dans l'administration. Entre 1991 et 2018, Nursultan Nazarbayev a été président du Kazakhstan. Mais il était déjà président de la République soviétique avant la chute de l'URSS. Son pouvoir est totalement dans la continuité soviétique. Au Kazakhstan, on trouve la base de lancement spatial de Baïkonour, encore gérée par la Russie. Les deux pays ont beaucoup d'échanges économiques, et la Russie tente de garder un lien fort avec l'Asie centrale, surtout face à l'influence chinoise. Le pays est membre de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective. Chapitre 9, l'Asie centrale. Le reste de l'Asie centrale est beaucoup plus pauvre. On y trouve les régions les plus pauvres de l'URSS. Ce sont aussi des régions qui ont vu leur population augmenter contrairement au reste de l'ex-URSS. L'Ouzbékistan compte 30 millions d'habitants. La moitié de la minorité russe est partie depuis l'indépendance. Aujourd'hui, ils sont un demi-million et vivent principalement en ville. C'est Islam Karimov, un ancien du Parti communiste soviétique, qui a pris la présidence du pays en 1991. L'Ouzbékistan a tenté un rapprochement militaire avec les États-Unis, notamment dans la lutte contre le terrorisme, mais s'est ensuite tourné à nouveau vers la Russie. En 2005 a lieu le massacre d'Andijan, perpétré par le gouvernement qui luttait contre des manifestants. Le gouvernement tente de réduire l'influence du mouvement islamiste dans la région. Au Turkménistan, Niazov a pris le pouvoir en 1991. Il dirigeait déjà la République pendant l'ère soviétique. Contrairement aux autres républiques d'Asie centrale, le Turkménistan n'est pas membre de la CUI, mais les membres associés. Au Kirghizistan, Askar Akayev conserve le pouvoir en 1991, encore un chef soviétique. Il tombe en 2005 suite à la révolution des tulipes. Il s'exile en Russie où il vit encore. Le russe est encore langue officielle dans la République, en plus du kirghize, langue turque. Le pays est membre de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective. Ces trois pays sont des pays de langue turque, ils ont chacun une langue différente. Tous ces pays ont des communautés russes, dont une partie a quitté le territoire depuis l'indépendance. Chapitre 10, le Tadjikistan. Le Tadjikistan est l'unique république à avoir une langue iranienne comme langue officielle. Le tadjik est en effet une variante du persan. Ce pays le plus pauvre de tous, et après l'indépendance, il a connu une grave crise entre le camp ex-communiste et celui musulman. Une guerre civile a touché le pays dans les années 90 et a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. La Russie est intervenue pour aider le camp ex-communiste. Emomali Rahmon est le président actuel du pays depuis 1992, un ancien du Parti communiste soviétique. Le pays est membre de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective. Chapitre 11, aperçu général. Je vais un petit peu me répéter dans cette partie, mais on va voir rapidement sur la carte générale les différentes organisations territoriales. En premier lieu, voici les pays membres de la CEI. Seuls les pays baltes ne l'ont jamais intégré, et d'autres pays l'ont quitté ensuite. À cela s'ajoutent les pays membres de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, une alliance militaire autour de la Russie. Ces 5 États sont les alliés les plus proches de la Russie. Ces pays sont aussi membres de l'Union économique eurasiatique, sauf le Tadjikistan qui voudrait rejoindre l'Union. Au contraire, on a des pays qui se sont éloignés. Les 3 pays baltes ont intégré l'OTAN et l'Union européenne. Les autres pays d'Europe ont intégré le partenariat oriental. La Biélorussie l'a quitté récemment. La Géorgie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et la Moldavie ont intégré l'Organisation pour la démocratie et le développement, une organisation d'entraide pour s'émanciper de l'influence russe. La Russie a mené une guerre contre la Géorgie, annexé un territoire de l'Ukraine et soutient des rébellions dans ce même pays. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour de la géopolitique post-soviétique. Je ferai peut-être un jour des vidéos spécifiques à certains conflits. En tout cas, merci d'avoir regardé, abonnez-vous et à bientôt.